Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. C'est reparti pour un tout nouveau numéro du MAG. Vous le savez, c'est votre émission. 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte et une initiative sur le plan local et ou national avec Alix Nguyen. Alix. Hola. 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 Pimente un peu le... Pimentons. On y va pour le sommaire pimenté de cette émission. Avec cette question, comment réconcilier les filles avec l'éducation physique et sportive au collège et au lycée? Le sport scolaire, toujours à l'origine de nombreux traumatismes. Comment empêcher ce décrochage scolaire, au final, sportif? Qu'est-ce qui a été mis en place et pourquoi ça coince parfois encore un petit peu? Élément de réponse avec nos deux invités dans un instant. Comment favoriser la mixité en EPS? Vous verrez que le poids des clichés est encore assez important. Quel barème faut-il appliquer? Faut-il repenser les pratiques sportives? Pourquoi pas? Après avoir une réflexion sur les espaces, on se posera bien évidemment toutes ces questions. Et puis Alix, dans ta loupe, tu nous parles d'un sport mixte. Ça s'appelle le korfbal et ça vient des Pays-Bas. Korfbal. Korfbal. On en apprend tous les jours. C'est parti. Bonjour Guillaume. Bonjour. Très heureux de te retrouver. Guillaume Ditch, enseignant STAPS, agrégé d'EPS et auteur d'une histoire politique de l'EPS. Et on avait parlé déjà ensemble, les jeunes et le sport. On t'avait reçu, je me souviens, juste avant cette merveilleuse parenthèse, enchantée, on peut le dire, avec beaucoup de recul maintenant, qui était bien évidemment les Jeux Olympiques. C'était aux éditions de Buck Supérieur. Quel souvenir tu gardes de toi de ces JO? Voilà, je pense c'est loin, hein, c'est loin sur certains points, mais ouais. Non, effectivement, l'idée de parenthèse enchantée, il y a eu cette liesse populaire, peut-être à un moment en France où il y a eu effectivement peut-être un peuple français qui s'est rassemblé. C'est incroyable. Et forcément autour d'athlètes et de para-athlètes aussi, qui se sont dépassés, je pense, qui ont permis une forme de rayonnement pour la France. Ouais. Donc on peut être fier de cette organisation et de nos athlètes masculins, mais aussi féminins. Ouais. Peut-être qu'on en parlera. On en parlera, on va essayer de trouver le temps. Je suis moi déjà un peu nostalgique de cette période, effectivement, j'ai l'impression que c'était hier. On est en visio également avec Edith Maruet-Jules. Bonjour Edith, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice chez l'AROB. L'AROB, c'est l'atelier recherche observatoire égalité, un bureau d'études qui accompagne sur la question de la mixité filles-garçons dans les espaces publics et interstitiels, voilà, à l'école aussi. Vous êtes également autrice de Faire jeu égal, penser des espaces à l'école pour inclure tous les enfants. C'est aux éditions Double Ponctuation. Est-ce que les filles sont toujours fâchées avec l'EPS, avec l'éducation physique et sportive? Alors peut-être pas à l'école, mais au collège et au lycée. Est-ce qu'on a des chiffres? Oui, en tout cas, on a des chiffres sur la question des normes, comment ça s'appelle, des préconisations en fait en termes d'activité dynamique pour les filles. Les adolescentes ne sont que 16% à remplir ces prescriptions donc du ministère de la Santé pour 40% des adolescents de leurs confrères. Donc cette anomalie statistique pose la question qui est en dehors de l'appétence ou l'envie de faire du sport pour les filles. Les filles sont toujours fâchées avec le sport? On le voit sur le terrain? Je dirais pas qu'elles sont fâchées, parce qu'il y a quand même des évolutions positives. Par contre, ce qu'il est vrai, ce que précise Edith Maruet-Jules, c'est que dès l'enfance, en fait, il y a des stéréotypes encore très importants qui séparent les filles et les garçons, notamment sur l'accès aux pratiques physiques et sportives. Et en fait, ce décrochage dont vous parliez, il s'accentue au début du collège, en fait, autour de 11-12 ans, pour les garçons et les filles, mais un peu plus pour les filles, effectivement. Et on en discutera certainement, mais on voit le poids des stéréotypes, les pratiques sportives proposées, les espaces sportifs aujourd'hui qui, même s'il y a des évolutions sur des espaces plus mixtes, au final, on est encore très majoritairement avec un public qui est masculin, avec des garçons. Et finalement, vous avez différentes étapes de la vie qui font qu'encore aujourd'hui, effectivement, l'accès à la pratique sportive est marqué par des inégalités de genre ou encore en fonction des milieux sociaux. Dans quelle mesure le sport scolaire est la source de traumatisme, notamment chez les filles? De quel traumatisme on parle? Alors, à une période où on sait les corps changent et il se passe quand même beaucoup de choses. C'est vrai qu'on peut, et souvent on a ces souvenirs peut-être qui reviennent de l'adolescence. Déjà, il ne faut pas oublier, effectivement, c'est une période quand même de modification morphologique, mais aussi psychologique et sociale. C'est un moment, justement, où se construit en opposition avec l'adulte. Et par la pratique physique et sportive, c'est tout autant, en fait, un espace où on cherche à s'épanouir. Les garçons, justement, par rapport à un imaginaire, vont chercher à se dépasser, se comparer à l'autre, se dépasser. Et la fille, parce qu'elle est enfermée dès l'enfance dans cet imaginaire, et je dis bien, c'est un imaginaire et un stéréotype, autour de l'entretien de soi, la gymnastique ou autre, elle
peut-être qu'elles ne se retrouvent pas forcément dans les activités physiques et sportives qu'on propose à l'école. Maintenant, c'est bien précisé à l'école. Hein. J'y viens à l'école. Parfois, à côté, ça se passe bien. Effectivement. Après, on en discutera parce qu'il y a quand même une évolution maintenant aujourd'hui en EPS. On a peut-être des images un peu passées, datées. Aujourd'hui, quand même, il y a des programmations d'activités physiques et sportives qui s'intéressent tout autant justement au genre féminin et masculin. Mais là, encore une fois, je pense que la réflexion elle est un peu plus complexe et c'est pas simplement un choix d'activités physiques et sportives. C'est aussi comment on les éduque, ces jeunes filles et ces jeunes garçons, et ensemble, surtout en mixité. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, à l'école, mais aussi dans notre société. Parce qu'il y a le regard des garçons aussi. Oui. Les moqueries, une éventuelle pression. Oui, alors, c'est pour ça que là, le sujet de l'émission est évidemment sur la question des filles et des garçons. Mais à l'adolescence, je crois qu'aujourd'hui, la question, elle se pose finalement pour tous les élèves qui ne rentrent pas dans cette norme, justement. Cette norme sociale qui cherche à avoir un corps, justement, en forme, plutôt mince. Et on voit aussi, encore une fois, derrière l'enjeu d'inclusion, finalement. Et je pense que le sport et l'EPS a ce rôle à jouer, de proposer justement des pratiques plus inclusives. Vous parliez tout au début dans l'édito, justement, de l'évaluation. Aujourd'hui, effectivement, l'évaluation des barèmes différenciés, de ces questions de mixité, ou éventuellement de non-mixité aussi, on pourra en parler. C'est évidemment un enjeu primordial pour que... Chaque école a son barème? Ça change? C'est un barème qui est national. Chacun fait sa sauce. Au niveau du bac, il y a un barème national. Mais par contre, il est vrai qu'au niveau du collège, on peut encore s'adapter justement à son établissement scolaire. Donc il y a quelques disparités. Edith, comment vous expliquez qu'il y a cette dichotomie qui se produit parfois chez certaines jeunes femmes, chez certaines filles, entre la pratique de l'éducation physique et sportive à l'école et puis la pratique du sport, je ne sais pas, moi, dans le cercle familial, en famille, où parfois ça peut se passer très bien? Alors, déjà, il y a différents niveaux à l'école. Moi, je rejoins ce que dit Guillaume. La question de la pratique encadrée par un enseignant ou une enseignante en EPS, beaucoup de progrès ont été faits. On est dans une posture, j'allais dire, de classe, quoi, dans laquelle on doit répondre aussi à une demande de l'éducation nationale, très encadrée, etc. Dans ce cadre-là, la pratique sportive des filles est à l'égal de celle des garçons. Et effectivement, ça pose la question de la performance, de l'auto-évaluation, des corps un peu moins à l'aise avec une pratique sportive, de l'évaluation. La question en tout cas de l'EPS chez les filles, elle pose la question du vestiaire, mais chez les garçons aussi. Donc ça, c'est un espace. Mais là où c'est plus problématique, moi je trouve, c'est sur la question des espaces qu'on appelle interstitiels, qui sont par exemple des propositions d'activités sportives à la cour de récréation, la question de l'AS aussi, de l'UNSS, pourquoi encore ces sports sont autant sexués, pourquoi les filles sont mises en incapacité de jouer avec les garçons dès l'enfance, sur des espaces de jeu, de terrain collectif, le foot à la cour de récréation, le ping-pong, ou des choses comme ça qui finalement vont inscrire dans leur corps aussi un manque de capacité, quoi. C'est-à-dire que très vite, c'est pas tellement qu'elles aient pas la force physique qu'on reproche aux filles, c'est d'être nulles, quoi. C'est-à-dire de pas avoir une capacité technique. Et cette capacité technique, elle ne va pas se rattraper finalement en grandissant. C'est-à-dire de plus en plus, vous allez être relégué à un corps qui ne sait pas, en fait, qui n'est pas capable d'être à égalité ou en tout cas en compétition, ou qui n'intéresse pas le domaine sportif des garçons. Alors, je suis d'accord, c'est pas tous les garçons, mais c'est ce qui est mis en scène quand même, que ça soit dans l'espace public, dans l'espace de cours, ce jeu, en fait, où les garçons sont performants et les filles ne le sont pas, ils sont rejetés. Et ça va les amener à céder finalement, à renoncer à être à égalité ou à avoir une pratique sportive valorisante. Edith, vous avez évoqué les vestiaires collectifs, ça reste une épreuve, voire un supplice? Oui, ça reste, mais ça reste pour dans l'entre-soi des corps sociaux d'ailleurs, puisque les filles sont entre elles et les garçons sont entre eux. Mais c'est aussi la question de la tenue vestimentaire. Il y a plein d'injonctions sur le corps des filles qui sont liées aussi à ce qui se passe dans un établissement scolaire, c'est-à-dire le sport et l'endroit où finalement va rejaillir des problématiques qu'on a inscrites dans des espaces de vie collectifs des jeunes. Je pense par exemple au règlement intérieur sur les tenues vestimentaires des filles.
filles, où à un moment donné, elles sont dans l'interdit de porter, voilà, j'en sais rien, des shorts, des petits t-shirts, etc. Et finalement, c'est ce qu'elles doivent adopter comme tenue dans l'activité d'EPS. Et c'est problématique parce que ça n'a pas été travaillé dans la relation. Donc, toutes les injonctions, les corps des filles sont évalués, quoi. Hein, ils sont évalués, et même dans la pratique sportive. C'est pas un corps sportif qu'on voit, c'est d'abord un corps de fille. Voilà. Et Edith, vous avez abordé l'exemple concret des cours de récréation. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans cette émission. Comment est-ce qu'on pourrait changer la dynamique justement et rééquilibrer l'appropriation de l'espace entre les filles et les garçons ? Alors déjà, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est la question du jeu ensemble, hein, du jeu collectif. On n'est pas sur l'ensemble de l'usage d'une cour de récréation. C'est-à-dire comment on fait pour rendre possible que des filles et des garçons, mais aussi des petits et des grands, et Guillaume l'a dit, aussi des enfants à besoins spécifiques, enfin bref, puissent finalement se faire des souvenirs en ayant joué un jeu collectif ensemble à la cour de récréation. Bah, pour ça, il faut mettre en scène dans ces espaces-là des jeux qui ne font pas appel à une forme de compétences, soit qu'on développe à l'extérieur, parce qu'on y joue, par exemple. Donc sortir de la proposition du sport fédéré, hein, vous allez sûrement le montrer avec votre reportage, hein, c'est-à-dire leur offrir à jouer des jeux dans lesquels on n'est pas compétent ou on n'est pas fort a priori. Si vous faites du foot, par exemple, c'est ceux qui sont forts au foot et qui jouent au foot ou qui se disent forts au foot, etc., qui vont occuper cet espace-là. Et ça paraît assez légitime d'ailleurs, parce que c'est peut-être pas intéressant de jouer avec des personnes qui ne savent pas jouer. Donc il faut mettre en scène. Nous, en ce moment, par exemple, on est sur un établissement scolaire et on travaille sur d'ailleurs des jeux de PS, hein, qui sont souvent stockés à droite à gauche, sur du hockey, voilà, avec une balle de tennis, avec des crosses, qui est pas un jeu auquel on sait jouer a priori ou qu'on joue beaucoup en dehors de l'école. Et du coup, ça permet à ce qu'on dessine en fait un paysage mixte. Il faut faire jouer plus petit aussi dans une cour de récréation où vous n'avez pas un terrain de Ligue 1. Donc il faut réinventer les jeux. Il faut se les réapproprier pour avoir comme objectif la dynamique des corps, c'est-à-dire des corps qui bougent, qui s'autorisent à jouer avec l'autre, sans être toujours dans le dénigrement ou le fait que voilà, ou la performance individuelle aussi, parce que souvent les jeux collectifs c'est aussi de la mise en scène de performance individuelle. Et puis il y a plein d'outils, on peut travailler sur du parcours, etc. Donc c'est possible, mais il faut réinventer, il faut transformer finalement ce jeu ensemble. Réinventer, transformer, redoubler d'imagination, ils font le taf, les profs d'EPS ? Oui, parce qu'encore une fois, il y a une proposition qui a évolué sensiblement, que ce soit au collège ou au lycée. Là, Edith Marie-Jo, elle a parlé aussi de la question de l'école, qui est encore différente, parce que effectivement, au collège-lycée, vous avez un enseignant d'EPS qui est formé à cette discipline. À l'école, vous avez un ou une professeure des écoles qui a effectivement d'autres enjeux, il y a d'autres choses qui se jouent. Ouais. Et l'EPS est parfois un peu le parent pauvre, justement, parce que, pour d'autres raisons qu'on pourrait développer par rapport à un programme en France qui est quand même très axé sur des fondamentaux, lire, écrire, compter. Et on ne perçoit pas forcément l'intérêt, effectivement, de l'activité physique et sportive. Et il y a des études quand même qui sont sorties aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Alors on parle du bien manger, du bien bouger. Oui, mais j'irai même plus loin. C'est que récemment, vous avez des études qui ont montré justement l'impact sur la performance scolaire. Justement, et pas simplement sur l'idée d'avoir une meilleure attention, une concentration. Il y a une corrélation aujourd'hui entre des élèves qui ont un niveau d'activité physique plus important et des élèves qui réussissent, je dis bien scolairement, à l'école. Et dans ce que dit Edith Marie-Jo, moi je retiendrai vraiment ces deux éléments. Déjà l'imaginaire, penser autrement. Et on a quand même des exemples concrets d'autres pays. Je vais prendre un exemple très concret. Alors ça se passe quand même souvent en Scandinavie, même si parfois le contexte aussi culturel est différent. Je pense qu'il faut nuancer un peu, mais vous avez l'exemple de la Norvège, justement, qui assume à l'école, mais dans la pratique sportive, de ne pas avoir de catégorie filles-garçons jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge de 13 ans. Ne pas avoir non plus de compétition avec des classements. Vous avez votre enfant, jeune enfant, qui va faire une compétition, je ne sais pas, de judo. En France, vous avez encore cette logique. Mais c'est-à-dire que les barèmes d'évaluation sont indifférenciés là-bas ? Ouais, mais en fait, c'est pour penser différemment. C'est se dire que
est-ce qu'aujourd'hui en France, on répond véritablement aux besoins des enfants? Parce qu'un enfant, il n'a pas besoin d'une sélection précoce. Il n'a pas besoin qu'on lui dise, et c'était l'objet d'un article dans Télérama là, dont j'ai participé, il n'a pas besoin d'avoir des parents qui exercent déjà cette pression un peu sociale, et parfois qui se projettent un peu sur leurs enfants. Les enfants, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin aujourd'hui, c'est démontré aussi par les études, de créativité, d'épanouissement, de socialisation, donc de se rencontrer entre les filles et les garçons, entre des corps différents. Et effectivement, ce que disait Edith Marie-Jules, mais et pas nécessairement et systématiquement par la compétition, l'opposition. Parce que aujourd'hui, vous avez des espaces sportifs à l'école et en EPS qui peuvent être non mixtes. Donc on va essayer de réfléchir différemment pour pas simplement avoir les 2 cages de but de football ou de handball. Et on va se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres espaces? Sauf que la limite, si on réfléchit pas à d'autres imaginaires, c'est que systématiquement, les garçons reviennent dans l'espace central et aller voir dans les villes ou même n'importe quel village, dans les squares ou autres. Les enfants, en fait, ils vont réutiliser le mobilier pour à nouveau être en compétition, en opposition. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces modèles scandinaves, c'est que c'est assumé, c'est un projet de société. Se dire que par le sport et dès l'enfance, il faut que les enfants jouent ensemble. Il faut qu'ils jouent ensemble. Pour que demain, justement, on ne préfigure pas une société qui sépare en fait les hommes et les femmes. Et c'est tout l'enjeu. Et après, dernier exemple pour être rapide là-dessus, au Danemark aussi, ils réfléchissent justement à un enjeu important. Pour moi, c'est accompagner les publics. Parce que là, on est en train de réfléchir effectivement à ces questions d'inégalité, ces espaces sportifs, mais sans accompagner nos enfants. Et demain en France, regardons les city stades, les espaces, je sais pas, de skatepark, les espaces de musculation. Regardons, on n'a pas besoin de faire la sociologie, c'est très majoritairement des garçons. Mais pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas sportif, jamais vous n'oserez seul aller dans des espaces sportifs. Il y a une culture, il y a des codes. Ce sont des territoires, des territoires très souvent masculins quand même. Donc pour oser en fait franchir le pas, vous avez besoin d'être accompagné. Voilà pourquoi, pour revenir vraiment à cette question de l'EPS ou du professionnel, aujourd'hui vous avez des cours d'EPS qui se délocalisent d'une certaine manière, des structures qu'on connaît tous, je sais pas, les gymnases, les piscines, les stades athlètes. Aujourd'hui vous avez justement cet enjeu d'accompagner les enfants, les collégiens dans ces espaces de musculation, les city-stades, mais en fait pour apprendre, c'est un apprentissage, apprendre à faire ensemble. Parce que sinon, d'eux-mêmes, ils n'iront pas, ils feront pas ensemble. Et ça, je crois que c'est un présupposé, et donc il y a encore un peu de travail, je pense, de ce point de vue-là. Edith, vous êtes dans le même sens, effectivement, concernant la remarque que vient de nous faire Guillaume Ditch, les nouvelles structures, c'est bien, mais ça nécessite aussi un accompagnement? Alors, oui, enfin c'est bien, c'est aussi, c'est pas très inclusif en fait. La question aussi de comment on fait égalité, c'est la question de pour qui on fait et finalement, est-ce qu'on peut faire pour tout le monde? Est-ce que le fait de faire toujours le même type d'équipement, pour toujours le même type de public, si on prend, comme Guillaume l'a dit, le street workout, enfin les espaces de musculation, c'est pas fait pour une personne qui est porteuse de handicap, c'est pas fait pour une personne qui est fragile, c'est pas fait pour une personne qui fait moins de 1m80, c'est pas fait pour des enfants. Enfin voilà, il y a une vraie question aussi de qu'est-ce qu'on met en scène. Est-ce qu'on met en scène en fait une force, on met en scène déjà des gens qui savent faire et qui donc vont avoir encore de l'équipement supplémentaire pour s'entraîner ou se montrer, ou est-ce qu'on met en place des espaces plus inclusifs d'apprentissage où on joue plus petit, où on peut être aussi à mixité intergénérationnelle, où on travaille l'équilibre. Enfin nous en tout cas c'est des questions qu'on pose à l'espace public, quoi. On n'est pas encore arrivé sur de l'équipement en accès libre dans lequel finalement toutes et tous puissent trouver une réponse à sa propre pratique, quoi. Et ça c'est très problématique. La question aussi juste que je trouve intéressante sur la question du sport des filles, c'est que les filles elles ont des activités sportives dédiées, j'allais dire. Il y a de fait finalement beaucoup plus de filles qui pratiquent en dehors de l'école, de la gymnastique, de la danse, des sports dits encore de filles, c'est objectif dans les licenciés, et ces sports-là ne sont jamais valorisés, c'est-à-dire c'est des sports qui sont jamais mis en scène, par exemple au centre de la cour. Les petites filles demandent à avoir des espaces de gym, des espaces de danse, mais on considère que non. En fait, on va pas les aménager, donc elles font jamais sujet non plus dans leurs propres compétences, dans leurs propres forces. Et ça, c'est une vraie question. Faire égalité, c'est aussi penser peut-être qu'elles ont, elles aussi, le droit d'avoir leurs équipements, en tout cas
oui, le droit de pratiquer à égalité avec les garçons. C'est le cas aussi dans la construction du sport en club. Les féminines ne sont pas valorisées, elles n'existent pas, elles ne sont pas proposées dans tous les sports. Et ça, c'est une vraie question aussi de justice sociale et d'égalité. Hein. Égalité, c'est pas simplement que les filles jouent au foot ou aillent dans l'espace des garçons. C'est qu'elles aient aussi leur propre espace, qu'elles fassent sujet pour constituer aussi une force. Vous voyez, juste je finirai là-dessus, quand on dit oui, ben, les filles, elles osent pas aller dans les city stades, dans les street workout, etc. Mais pourquoi? Mais c'est aussi parce qu'elles constituent pas un corps social, elles constituent pas un sujet égalitaire. Quand vous êtes une petite fille qui demande à 10 garçons est-ce que je peux jouer et que 10 vous répondent non, ben, vous n'y allez pas, quoi. En fait, hein, c'est même pas une question d'oser ou d'avoir, c'est de pas être à égalité dans l'espace, donc on peut pas exprimer une liberté, quoi. Oui, il y a deux points essentiels. Effectivement, cette nécessité de repenser des espaces plus inclusifs. Hein. On parle souvent de la ville à hauteur d'enfant. Là, même s'il y a quelques expérimentations, je rejoins Edith Marie-Jules sur l'idée que c'est clairement pas la majorité. Donc, il y a encore un travail important. Mais après, au-delà de ces questions, effectivement, des infrastructures, donc des moyens aussi, parce que ça, c'est une réalité aussi économique et politique aujourd'hui. Il y a peut-être une réflexion parfois sur des espaces ou des moments de non-mixité. Mais quand je dis non-mixité, c'est quand même pour permettre justement à des jeunes filles et des jeunes femmes de franchir le pas. Et aussi parce qu'un des premiers freins au développement de la pratique sportive féminine, c'est le sentiment d'insécurité. Chaque année, vous avez un rapport du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme en France qui rappelle justement, et aussi alors dans les espaces publics, hein, et pas que dans le sport, mais dans les espaces sportifs, un des freins importants, c'est ce sentiment d'insécurité. Donc à partir du moment où il n'y a pas une réflexion sur le lieu, où ces espaces sportifs sont situés à la périphérie, en dehors du centre d'un village, d'une ville, bah, nécessairement vous accentuez de fait ces inégalités. Voilà pourquoi, par exemple, à Paris, il y a d'autres associations. Je pense à l'association Sine Qua Non. Elle développe justement, cette association, des moments de non-mixité autour de la course. Pour avoir des moments où les femmes, justement, se sentent en sécurité, et notamment sur certains horaires. Et on peut penser plutôt en fin de journée, dans certains lieux. Après, ça dure sur toute la vie. Effectivement. Et de là, ce qui est important, c'est de se dire que c'est un moment, la non-mixité, pour qu'ensuite, effectivement, on aille sur cette mixité. Mais on voit bien que c'est un sujet qui est complexe, hein, qui nécessite, encore une fois, certes, une réflexion sur les infrastructures inclusives, mais encore une fois, des professionnels qui sensibilisent, accompagnent autour de ces questions. Parce que, en fait, les stéréotypes, on voit bien, on a parlé des cours de PES, il y a une activité sportive, mais il y a une remarque, il y a un regard. Il y a le fait aussi que, par exemple, dans des cours de sport de PES, on interagisse plus avec les garçons, moins avec les filles. On fait démontrer les garçons et moins les filles. On est plutôt dans un accompagnement positif, on encourage les filles, et par contre, on donne des conseils techniques aux garçons. Donc, on y participe aussi, donc ça montre encore une fois l'enjeu de formation et d'éducation des professionnels. C'est l'heure de la loupe. La loupe, c'est avec Alix. Et pour réconcilier les filles et les garçons avec le sport, tu nous parles d'un sport mixte qui gagne du terrain. Ça s'appelle, je me concentre, le korfbal. Tout à fait, bien prononcé. Le korfbal est un sport collectif importé des Pays-Bas qui mêle basket et handball, mais avec une vraie particularité. Il se joue obligatoirement en équipe mixte avec autant de femmes que d'hommes sur le terrain. Chaque équipe est divisée en 2 zones avec une partie en attaque et une autre en défense. Et les rôles changent régulièrement pendant le match. Le ballon ne se déplace pas en dribble, mais uniquement grâce à des passes, ce qui valorise l'entraide, le jeu collectif. Les contacts sont interdits et hommes et femmes ne peuvent défendre que sur des adversaires du même sexe, ce qui garantit une équité dans le jeu. C'est très bien pensé. Ce sport est en plein développement à Caen, où un club vit sa 9e saison officielle. On écoute Maxime Guilherme, coach au club de korfbal de Caen. Donc, le club a été créé en 2016 par Antoine Salmon. Antoine est un ancien joueur de Massy et quand il est arrivé sur Caen, il a été contacté par la SPTT de Saint-Étienne qui lui a demandé de créer un club de korfbal à Caen avec l'aide de la SPTT Caen. Donc, au début, on était surtout 3-4, des proches de la famille d'Antoine. Et en participant à des événements comme le sport donne des ailes, forme des associations, et puis par le bouche à oreille, en faisant venir des copains, on s'est retrouvés il y a une quinzaine jusqu'à la saison dernière, avec aussi comme point d'orgue, c'est qu'on a été champion de la division Honneur Nord sur la saison 2023-2024.
Là, nos objectifs pour les prochaines saisons. Donc, il n'y a plus de championnat Honneur Nord. Donc, l'objectif pour nous, c'est vraiment de participer à des tournois. Donc, il nous faut des joueurs et beaucoup de joueurs. Donc, ça, c'est un des principaux objectifs. Un autre objectif plus propre au club, on va fêter les 10 ans du club l'année prochaine et on aimerait pour ce faire organiser le premier tournoi de beach golf en France pour l'été 2026. Donc on est en train de travailler dessus et bien entendu on vous tiendra au courant si ça se fait. Voilà, le korfball apparaît donc comme une belle initiative pour encourager la pratique sportive des filles et des garçons ensemble dans un esprit de respect et d'égalité. Guillaume, le korfball, on peut l'imaginer à l'école ? Oui, et je pense qu'il y a d'autres jeux collectifs. C'est vrai qu'on dit souvent sport, mais il y a d'autres jeux collectifs qui se développent en EPS. On a aussi parlé du sport scolaire. Donc il y a l'USEP, c'est l'association justement du sport scolaire à l'école élémentaire et l'UNSS collège-lycée, qui développe justement des pratiques plus mixtes. Alors bon, il y en a d'autres, mais ce qui est important de dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a une évolution en fait liée à la société, qui fait que progressivement, en fait, le modèle sportif, les fédérations, mais aussi par des associations et l'école, qui cherchent justement à repenser, innover. Et en fait, on voit bien que c'est une forme un peu hybride, qui mélange différents sports, mais par contre, avec un enjeu essentiel. C'est se dire pourquoi on le fait, quel est le sens. Et là, on voit bien l'évolution. Pourquoi c'est pas simplement la compétition, la performance. Le sens, c'est se dire, on veut une pratique mixte. On veut que chacun puisse pratiquer et faire ensemble. Les filles et les garçons, mais finalement, ce qu'on a dit précédemment, des corps différents, peut-être avec des compétences différentes, mais au service d'un projet de jeu collectif. Et en cela, je pense que c'est peut-être encore un peu alternatif, mais ça se développe et on voit bien que c'est intéressant et ça devrait peut-être devenir dominant, je dirais même à l'école, si c'est ça l'enjeu. Edith Marie-Jules, le sport mixte, c'est une bonne piste de réflexion, c'est une véritable solution? Oui, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un outil de la relation fille-garçon, un outil aussi de la rencontre des corps, et que c'est un outil de prévention des violences. Voilà. Dans quelle mesure donc la mixité doit être imposée. On a parlé de ces barrières, de ces nombreuses barrières, effectivement, concernant l'éducation physique et sportive avec les jeunes femmes, avec les filles. Dans quelle mesure c'est un frein aussi à leur émancipation future? C'est pour moi que ça va citer. Oui. Ah oui, alors, pardon. C'est un frein parce que de toute façon c'est la question de la dynamique des corps et de la possibilité de prendre sa place physique aussi, mais aussi de se faire plaisir, de gagner, de ressentir des émotions aussi fortes avec celle du sport. Elle ne doit pas être interdite aux filles. D'accord. Ça doit être un projet sociétal. Et puis on voit aussi que le sport, ça a aussi beaucoup de valeur. Ça permet aussi de se positionner, ça permet d'avancer. C'est une question de santé publique aussi. Donc bien sûr, ça doit être une émancipation, mais une émancipation aussi dans le collectif et dans la relation aux garçons. Voilà. Parce que souvent, pourquoi il n'y a pas de sport mixte? Parce que les garçons considèrent que les filles disqualifient leur jeu. Voilà, que c'est quand des filles jouent avec elles, eh ben, le jeu est moins intéressant et moins important. Et je pense que c'est ça qu'il faut travailler fondamentalement, en fait, sur la valeur égale de la pratique sportive des filles. Tu vas pas te laisser battre par une fille, ça on l'entend encore dans les cours de PS ou de moins en moins? On peut l'entendre, mais j'ai envie de dire malheureusement, comme dans la société ou dans le sport de manière générale, le sport n'est pas porteur de valeurs intrinsèques. Sinon, il n'y aurait pas de pratique de violence. On parlait des violences sexistes et sexuelles. Par contre, c'est effectivement un moyen. Edith Marie-Jules a parlé d'outils pour chercher à lutter, réduire effectivement ces stéréotypes. Mais pour avoir cet enjeu d'éducation et donc permettre l'émancipation, encore une fois, ça demande une vraie réflexion des professionnels qui effectivement déjà ne renoncent pas à la mixité, ça c'est clair, c'est la première condition. Mais si on cherche l'égalité, nécessairement, pour moi j'y vois trois éléments. On a parlé des espaces sportifs qui aujourd'hui devraient être tous et tous mixtes, inclusifs. Deuxième élément, on a dit, c'est justement l'accompagnement de professionnels, donc ils doivent être formés à ces questions. Et aujourd'hui, nos étudiants STAPS, c'est les futurs éducateurs sportifs, ils ont nécessairement un module justement sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est un sujet qui est primordial. Et troisième élément, justement, dans cet accompagnement, ça passe par des formes de pratiques différentes. Donc on voit bien si le rôle modèle, la médiatisation, on a parlé des Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques,
en médiatisant en fait d'autres formes de pratiques, pas simplement sur le dépassement, sur la performance, en proposant justement des pratiques en mixité. Et pas simplement du côte à côte, mais vraiment en mixité, comme ici avec l'exemple du corps-ball. On peut changer justement cet imaginaire et le modèle sportif français. Merci à tous les deux d'être venus effectivement témoigner aujourd'hui. Merci à vous, Guillaume Ditch, enseignant en STAPS, agrégé de l'EPS et auteur d'une histoire politique de l'EPS et les jeunes et le sport. Cette audition de Buck Supérieur, et Edith Marie-Jules, qui est directrice chez Larobe et autrice de Faire jeu égal, penser des espaces à l'école pour inclure tous les enfants. C'est aux éditions Double Ponctuation. Désolé, j'ai parlé très vite, mais on est très en retard, comme d'habitude. Merci à tous les deux. Alix. À demain. À demain, c'est magnifique. Ciao.